Donc, juste un petit rappel. Je vous rappelle que les pressions résistives, la pression résistive, c'est la pression dans les voies aériennes ça commence de la sonde d'intubation donc jusqu'au bronchiole. Elle est égale à donc au débit de l'air fois les résistances. Et comme on a dit, les résistances, donc le facteur principal déterminant des résistances, c'est le rayon, c'est-à-dire le diamètre des tuyaux en général. Donc, c'est le diamètre de la sonde d'intubation, c'est le diamètre de la trachée jusqu'au bronchiole. C'est pour cela que tout ce qui modifie le diamètre, les voies conductrices de l'air, va modifier les résistances. Et bien sûr, tout ce qui modifie le débit d'air, c'est-à-dire si on augmente le débit d'air, va augmenter la pression résistive. Et si on diminue le débit, on va diminuer la pression résistive. En ce qui concerne la pression élastique, ou bien donc dry pressure, bien la pression motrice. Donc celle-là, ça elle concerne surtout les alvéoles. Elle est égale au volume sur la compliance. Ça sous-entend que si on a une augmentation du volume alvéolaire, on aura une augmentation de cette pression élastique. Si on a une diminution de la compliance, on aura si on a une diminution de la compliance, on aura une augmentation de la pression élastique et le contraire est vrai. Donc, et le volume et la pression élastique, ça marche ensemble. La compliance, elle marche d'une manière, euh, donc, on dirait, elle marche dans l'autre sens. C'est-à-dire, si on a une augmentation de la compliance, on aura une diminution de la pression élastique. Si on a une diminution de la compliance, on aura une augmentation de la pression élastique, ainsi de suite. Il faut savoir que il y a un autre paramètre, c'est l'élasticité. Donc, l'élasticité, elle est égale à 1 sur la compliance, donc l'augmentation de, c'est-à-dire ça marche dans les deux, ça marche dans le sens contraire. Donc l'élasticité, elle est égale à 1 sur la compliance. Élasticité, ça marche ensemble que la pression élastique. C'est-à-dire si j'ai une augmentation de l'élasticité, j'aurai automatiquement dû à une diminution de la compliance. Si j'ai une diminution de l'élasticité, donc j'aurai une augmentation donc de la compliance. Donc, c'est juste un petit rappel. Maintenant, on passe aux différentes définitions. Donc, le premier paramètre donc, qu'on va on va entamer maintenant, donc c'est ce qu'on appelle la pression plateau. Alors, je vous dessine maintenant donc à quoi ressemble, on va dire, une courbe de pression. Bon, donc, celle-là, c'est la pression. Donc, c'est celle-là, donc, la courbe qu'on va voir sur le respirateur. Donc, vous avez ici donc, la pression, vous avez ici le temps. Donc, quand on a une inspiration, c'est-à-dire donc, le ventilateur donc, va délivrer un volume, on aura automatiquement donc, une augmentation de la pression, comme vous voyez ici. Donc, une augmentation de la pression jusqu'à un sommet. Il faut savoir que toute cette pression-là, celle-là, c'est ce qu'on appelle la pression crête. Donc, c'est la pression, on va dire, c'est la somme de toutes les pressions. Puis, on aura une descente comme ça, et on aura un plateau. Donc, cette descente-là, celle-là, on l'appelle pression plateau. D'accord? Puis, on aura une descente de l'expiration. Cette descente-là de l'expiration, à la fin de l'expiration, les poumons ne se vident pas complètement. Il reste un autre, il reste toujours de l'air, comme vous savez, dans les poumons. Il ne se vide jamais complètement. Il va rester ce qu'on appelle la pression
donc la pression expiratoire positive, la PEP. Voilà, donc on a ces trois paramètres-là. Maintenant, on va développer plus ce que ça veut dire, ces paramètres. Il faut savoir que on va commencer par la PEP. Donc, on va commencer du plus petit au plus grand. La PEP, c'est la pression, comme on a dit, expiratoire positive. Elle est égale à ce qu'on appelle la PEP intrinsèque, c'est-à-dire en ventilation spontanée, c'est la PEP qu'on a donc d'une manière physiologique, qui garde les alvéoles ouverts et qui garde donc le volume résiduel dans les poumons. Et quand le malade il est intubé, c'est la PEP qu'on a réglée sur le ventilateur. Par exemple, si on met une PEP à 6 H2O, donc sur le respirateur, c'est un paramètre qu'on a réglé. Donc notre PEP intrinsèque, elle est égale à 6. Voilà. Plus une PEP qui n'est pas physiologique, donc qui est pathologique, ce qu'on appelle la PEP extrinsèque. Donc cette PEP-là extrinsèque, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le trapping gazeux. C'est-à-dire, quand un malade accumule de l'air d'une manière qui n'est pas normale dans les alvéoles, on aura ce qu'on appelle justement la PEP extrinsèque. Donc on a plusieurs appellations, soit PEP extrinsèque, soit l'auto-PEP, soit ce qu'on appelle le phénomène du trapping gazeux. Trapping gazeux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'air, il est attrapé dans les alvéoles d'une manière qui n'est pas normale, d'une manière pathologique. Je vous explique plus. Donc, je vais vous schématiser un truc ici. Donc, imaginez que vous avez donc ça. Donc, vous avez la bronchiole comme ça, et vous avez l'alvéole. Donc, soi-disant, imaginez que à chaque fois l'air rentre, il rentre normalement dans les alvéoles, mais à chaque fois que cet air-là essaye de sortir, il y a quelque chose qui l'empêche. Donc, soit ces alvéoles-là sont œdémaciées, soit il y a un bronchospasme, soit il y a un remodelage de cette bronchiole-là, par exemple comme le cas de BPCO, il y a un remodelage, il y a une perte de l'élasticité, donc cette bronchiole-là, à chaque expiration, elle se ferme, genre, soi-disant. Donc je vais essayer de schématiser mieux. Voilà, donc j'ai celle-là. Par exemple, en inspiration, elle est ouverte. Puis, quand le malade il essaye d'entamer son expiration, qu'est-ce qu'on aura comme phénomène? Eh bien, j'aurai les alvéoles comme ça qui essayent de s'expirer, mais avec une branche qui se ferme. Donc, la branche, elle va être comme ça, par exemple. Donc, l'air va sortir difficilement. Donc, il y aura toujours en fin d'expiration de l'air ici, dans l'alvéole, qui est trappé là-bas. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle trapping gazeux, parce qu'il y a de l'air résiduel qui est censé sortir, mais il n'est pas sorti parce que donc la bronchiole là, elle est pathologique, elle se collabe en expiration parce que justement, histologiquement parlant, il y a un remodelage de cette bronchiole. C'est dans le cas des BPCO et des emphysèmes. Donc, il y a un remodelage, il y a une perte de l'élasticité. Donc, la bronchiole, elle ne reste plus ouverte en expiration, mais elle se ferme, donc il y aura un trapping gazeux derrière les alvéoles. Donc voilà le mécanisme en quelque sorte de trapping gazeux chez les BPCO, mais aussi, donc, comme on a dit, ça peut être des sécrétions qui bougent ici, donc les bronchioles, ça peut être un bronchospasme, ça peut être de l'œdème, etc. Donc l'essentiel, le principe de l'autopep, c'est que il y a un problème à l'expiration, donc l'air reste toujours dans les alvéoles et ils vont se gonfler à chaque fois. Donc à chaque fois, ils vont augmenter de volume, comme ça par exemple. Donc jusqu'à un certain moment, on commencera à avoir donc sur le respirateur, donc on va voir ça dans les séances prochaines, Inch'Allah, comment détecter cette autopep et comment la traiter. Et il faut savoir que l'autopep aussi peut avoir donc des conséquences surtout hémodynamiques, parce que quand tu as une augmentation importante de la pression intra-thoracique,
vous aurez donc une compression des deux veines caves surtout, et parfois même une compression du cœur. Donc, ça peut aller jusqu'à donc, hypotension, état de choc, etc., dû à cette PEP. Mais pour l'instant, on va rester dans le stade où vous avez deux PEP. Donc, vous avez une PEP qui est composée de deux donc, composantes. Vous avez la PEP intrinsèque, c'est la PEP physiologique qu'on a réglée sur le ventilateur, et vous avez la PEP extrinsèque qui est pathologique du trapping gazeux. Donc, voilà. Puis, on passe à la pression plateau. Donc, comme on a dit, la pression plateau, c'est toute celle-là. Donc, vous avez deviné que la pression plateau, elle est égale. Donc, la pression plateau, elle est égale à la PEP dont on vient de parler. Les deux PEP, hein, PEP intrinsèque plus extrinsèque, plus la pression motrice. Donc, cette pression motrice, c'est dont on a parlé tout à l'heure, c'est la pression motrice ou bien la pression élastique. On va dire c'est la pression qui distend les alvéoles. C'est la pression qui est générée par le volume courant. C'est-à-dire, quand le volume courant arrive aux alvéoles, il va les distendre. Donc, ce volume-là, il va être responsable justement de cette pression motrice. Donc, en quelque sorte, la pression motrice, c'est la pression, on va dire, de distension des alvéoles. Pourquoi c'est important, c'est très important de la connaître? Parce que tous les phénomènes qu'on a vus avant, par exemple le phénomène de donc les volotraumatismes, les barotraumatismes, ainsi que les biotraumatismes. Donc il faut savoir qu'ils sont générés justement par cette pression motrice. C'est celle-là qu'il faut bien surveiller parce que c'est quand la pression motrice elle est augmentée, c'est-à-dire la pression de distension des alvéoles elle est augmentée, c'est là qu'on aura donc des problèmes de volotraumatisme, de barotraumatisme et même de biotraumatisme, de l'inflammation, etc. Donc c'est celle-là qu'on surveille et c'est recommandé qu'elle ne dépasse pas les 14 donc H12. Il ne faut pas qu'elle dépasse les 14. Avant, on surveillait la pression plateau. Il est recommandé qu'elle ne dépasse pas les 30, mais surtout dans certains FDRA, on est obligé de mettre des PEP qui sont très élevés pour garder donc les alvéoles ouverts. Donc il est recommandé surtout de surveiller cette pression-là motrice parce qu'en quelque sorte, c'est elle qui génère tout ce qui est barotraumatisme, tout ce qui est biotraumatisme, etc. Donc, le deuxième paramètre, la pression plateau, elle est égale à la PEP plus la pression motrice ou bien la pression élastique. Donc, c'est des synonymes. Puis, au troisième paramètre, donc, qui est la pression crête. Là, la pression crête, comme on a dit, c'est la totalité des pressions. Donc, la pression crête, c'est la plus grande donc, pression dans cette courbe. Elle est égale toujours à la PEP, c'est une somme, donc à la PEP, plus la pression motrice qu'on vient de voir, plus justement la pression résistive. Cette pression résistive-là, c'est quoi? Eh bien, c'est la pression donc depuis la pièce en Y du ventilateur, depuis le ventilateur jusqu'au bronchiole. C'est-à-dire, c'est la pression qui règne dans tout ce qui est tuyauterie, on va dire, dans tous les tuyaux des voies respiratoires supérieures et inférieures. Voilà. Donc, pourquoi c'est très important de connaître ça? Parce que quand on va voir après, si tu as, donc dans la courbe du ventilateur, si tu as une anomalie, tu as un problème par exemple d'augmentation de la pression résistive, on est orienté dans le diagnostic. On va chercher une codure de la sonde, on va chercher un bouchon trachéal, on va chercher du bronchospasme, on va chercher donc des bouchons donc dans les branches, on va chercher un corps étranger, etc. Par contre, si j'ai un problème, donc avec augmentation de la pression motrice, là, on va chercher surtout donc un œdème alvéolaire, des phénomènes donc, inflammatoires dans les alvéoles, on va chercher des atelectasies, etc. La PEP, il faut savoir que c'est un peu plus compliqué à chercher la PEP extrinsèque, il faut faire des calculs.
Puis on va tout expliquer après, Inch'Allah, dans les complications quand on va parler sur l'autopep. L'autopep, elle n'apparaît pas directement sur les respirateurs. Donc, elle apparaît d'une manière indirecte qui nécessite des calculs qu'on va voir après. Donc voilà, donc je peux refaire vite. Donc vous avez ici, donc celle-là, la pression crête, comme on a dit. Vous avez la pression crête. Quand on enlève la pression plateau, on aura ici la pression résistive. Puis la pression plateau, donc quand on enlève la PEP, vous aurez la pression motrice. Donc voilà les différents paramètres. Vous avez la PEP, plus la pression motrice, plus la pression résistive, vous aurez la pression crête. Et la PEP plus la pression motrice, vous aurez ce qu'on appelle la pression plateau. Est-ce que c'est clair pour l'instant? Oui, merci. D'accord, donc je continue. Donc c'est important de connaître toutes ces pressions-là parce que ça aide beaucoup on va dire, pour comprendre tout ce qui est problème, anomalie respiratoire dans le ventilateur. Maintenant, ça c'est un graphique sur les choses qu'on a déjà dit. Donc c'est comme vous savez que donc la compliance, bon, on a dit avant que quand on a parlé sur la pression motrice ou bien la pression élastique, c'est des synonymes, on a dit que la pression elle est égale au volume sur la compliance. Donc automatiquement la compliance elle est égale au compliance, donc volume sur la pression. Donc c'est des trucs mathématiques. Donc il faut savoir que quand on fait par exemple une étude sur un poumon par exemple, vous aurez la courbe de compliance comme ça. Vous aurez comme ça en S. Donc, vous aurez une courbe qui est comme ça. Et justement dans cette courbe-là, pourquoi elle est importante? Parce qu'on a ce qu'on appelle la zone safe, c'est-à-dire d'ici jusqu'ici. Donc cette zone-là, c'est ce qu'on appelle la zone safe. Pourquoi? Parce que là, elle est importante parce que quand là, les alvéoles sont, quand j'ai une insufflation d'un volume courant. Donc, quand j'insuffle ici, j'aurai, on va dire, euh, une augmentation du volume, dans ce sens-là, qui marche avec l'augmentation de la pression. C'est-à-dire, à chaque fois que j'augmente la pression, c'est-à-dire, j'aurai un volume en plus et j'aurai une distension des alvéoles sans risque. Et à chaque fois que j'aurai une expiration, donc dans ce sens-là, donc j'aurai une diminution de volume, j'aurai une diminution de la pression, mais je reste toujours dans la zone où, à chaque fois que j'augmente la pression, il y aura une augmentation du volume. À chaque fois qu'il y a une diminution de la pression, il y a une diminution du volume. Donc ça marche bien. Donc on est, en quelque sorte, on est bien. Par contre, si je passe dans cette zone-là, la deuxième zone, à droite, donc là, ce n'est plus une zone safe. Pourquoi? Parce que vous voyez ici, j'ai une courbe plate, comme ça. Plate, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce sens-là, j'ai une augmentation de la pression elle augmente, mais le volume n'augmente plus. Donc si j'ai une augmentation de la pression dans les alvéoles, comme vous voyez ici, pression augmentée, mais le volume garde le même. Ça veut dire qu'à un certain moment, eh ben, j'aurai un éclatement de cet alvéole-là. Parce qu'il ne pourra plus supporter cette pression-là, parce qu'il n'y a pas une augmentation du volume. Il a atteint son sommet en quelque sorte, il ne peut plus faire plus. Donc, à un certain moment, cet alvéole-là, il va s'éclater, donc on aura un phénomène de volotraumatisme, ou bien de barotraumatisme, c'est-à-dire un éclatement dû à la pression, et donc un pneumothorax, un pneumomédiastin, etc. Maintenant, le deuxième phénomène, quand on passe à gauche, ce qu'on appelle donc la téléctroma, c'est que quand en fin d'expiration, il n'y a pas une pression suffisante dans les alvéoles, dans ce cas-là, j'aurai des alvéoles qui auront tendance à se collaber. Donc, et qui seront très difficiles à regonfler, voire des fois impossibles quand c'est évolué. Et donc, on aura des zones
pulmonaires qui ne sont plus ventilées à cause justement de ces atelectasies-là, et qui sont dues à une pression, on va dire, expiratoire qui est insuffisante. Donc, je réexplique de notre façon. Les barotraumatismes et les volotraumatismes, ce sont des phénomènes d'inspiration, c'est-à-dire qu'ils arrivent en inspiration. Quand on a une pression trop élevée en inspiration, donc j'aurai un barotraumatisme, j'aurai un volotraumatisme. Par contre, les atylectromas, c'est-à-dire les atylectasies alvéolaires, elles vont se constituer à cause en fin d'expiration. Donc, c'est des phénomènes expiratoires, c'est-à-dire quand j'expire et qu'il n'y a pas une pression assez suffisante dans les poumons, donc en cas, par exemple, quand je ne mets pas une PEP, ou bien quand je déventile le patient, par exemple, trop longtemps, donc il va se vider, on va dire, doucement, il va se vider de l'air pulmonaire à un certain moment, donc il va commencer à développer des atelectasies parce qu'il n'y a pas assez de pression intrathoracique, justement. Donc, c'est des phénomènes expiratoires. Donc, je voulais mettre le point sur quelque chose, c'est que en état physiologique, il faut savoir que c'est vrai, on n'est pas donc en pression positive, mais il y a toujours donc, on va dire, des phénomènes qui permettent de garder les alvéoles ouverts. Et par contre, le malade, quand par exemple il est intubé, déjà généralement on vous le trouve curarisé, sédaté et tout, donc il y a un relâchement, on va dire, musculaire très important qui fait que on perd en quelque sorte cette physiologie de garder les alvéoles ouverts, avec tous les phénomènes inflammatoires qui s'associent, avec une altération donc, du surfactant et tout. Donc tout ça contribue au phénomène d'atylectasie, surtout quand on ventile mal le malade, on ne met pas de PEP et tout, donc ça aggrave ces atylectromales. Voilà, c'est clair pour l'instant? Si vous Oui, avez des questions, vous pouvez m'arrêter, sinon j'avance. Alors on continue. Donc maintenant c'est euh, donc continue dans les définitions. Donc le premier donc c'est des paramètres à connaître. Donc vous avez le volume courant. On l'écrit vite parce qu'on l'appelle en anglais tidal volume. Donc c'est un volume qu'on règle sur le ventilateur. Il faut savoir qu'il est de l'ordre de 6 à 8 millilitres par kilo, mais par kilo du poids théorique, pas du poids donc pas le poids de patient. Parce qu'il faut savoir qu'un patient obèse et un patient maigre, ils ont le même poumon en quelque sorte. Donc le poumon, il dépend surtout de la taille de la personne et non de son poids. Et donc le poids idéal, le poids théorique d'un patient, c'est quoi? C'est chez l'homme, donc c'est sa taille moins 100. C'est-à-dire si un malade, si un patient fait 1,80 m, donc son poids théorique c'est 80. Chez la femme, c'est la taille toujours, moins 105 ou la 110. Selon donc, les auteurs, on va dire 110. Par exemple, une femme qui fait 1,70 m, donc son poids théorique c'est 60 kg. Puis on va multiplier, par exemple, on va prendre l'exemple d'une femme de 60 kilos de poids théorique. Donc 6 fois 6, voilà. Donc 6 fois 6, 36. Donc on va ventiler la patiente à 60 par exemple cc, c'est-à-dire millilitres, donc de volume courant, jusqu'à, donc on a un intervalle, jusqu'à 8 fois 6, donc 8 fois 6, 42, 48 je pense. Donc voilà, 48, donc 480. Donc j'ai une patiente, donc quand j'ai une patiente qui me fait 1,80 m, 1,70 m de taille, donc un 60 de poids théorique, donc on peut la ventiler de 350, de 360 millilitres à 480. Il ne faut pas dépasser les 480, justement pour éviter les phénomènes donc inflammatoires, le biotraumatisme, le volotraumatisme, etc. Donc voilà. Le deuxième paramètre, c'est donc
la fréquence respiratoire. La fréquence respiratoire chez l'adulte, donc on règle généralement quand il n'y a pas une anomalie respiratoire associée, on le règle généralement entre 12 et 14. Donc, cycle par minute. On peut aller jusqu'à 16 chez les femmes. Donc ça, c'est pour l'adulte. L'enfant, donc on essaye de respecter selon l'âge. Il faut savoir que le nouveau-né, par exemple, sa fréquence respiratoire normale est entre 30 et 60. Donc on essaye de respecter la physiologie selon l'âge de l'enfant. Puis vous avez donc l'autre paramètre, ce qu'on appelle la ventilation minute. Alors, c'est quoi cette ventilation minute? La ventilation minute, c'est tout simplement la fréquence respiratoire fois le volume courant. Pourquoi elle est importante à connaître? Parce que cette ventilation minute-là, c'est elle qui détermine donc le CO2, c'est-à-dire la capnie. Donc, si j'ai une augmentation de la ventilation en minute, j'aurai une diminution du CO2 sanguin. Si j'ai une diminution de la ventilation minute, j'aurai une augmentation du CO2 sanguin, donc une hypercapnie ou bien une acidose respiratoire. Il faut savoir que c'est des synonymes. Alcalose respiratoire, ça veut dire hypocapnie. Acidose respiratoire, ça veut dire hypercapnie. Donc, c'est des synonymes. Et comme on a dit, donc, elle dépend de la fréquence respiratoire et elle dépend du volume courant. Donc, si je veux augmenter ma ventilation minute, soit j'augmente le volume, la fréquence respiratoire, soit j'augmente le volume courant, soit j'augmente les deux. Mais il faut savoir qu'en général, on a tendance à augmenter la fréquence respiratoire plus que le volume courant, donc justement pour éviter toutes les complications qu'on a vues tout à l'heure. Donc voilà. Mais il y a un autre paramètre plus précis que la ventilation minute, ce qu'on appelle la ventilation alvéolaire. Donc c'est là. La ventilation alvéolaire, c'est quoi? Donc c'est le donc c'est la fréquence respiratoire toujours multipliée par le volume courant moins l'espace mort. C'est-à-dire on enlève l'espace mort qui ne participe pas aux échanges gazeux, donc depuis la sonde d'intubation, la trachée jusqu'au bronchiole. Comme vous savez, il y a toujours un espace mort qui est physiologique, il est aux alentours de 150 cc chez l'adulte, il est de 2 cc par kilo chez l'enfant. Donc, voilà. Donc 150 cc, c'est à peu près donc, 2 fois 75 kg, donc c'est à peu près le volume volume mort, donc l'espace mort d'un adulte de 75 kg. Voilà. Donc, c'est important parce que euh, quand vous, quand vous enlevez l'espace mort, donc vous aurez exactement combien le malade reçoit en termes donc, de ventilation alvéolaire. C'est-à-dire, on enlève tout ce qui est espace mort, donc on va dire, on enlève ce qui ne participe pas aux échanges gazeux. Donc c'est pour ça c'est mieux de travailler avec la ventilation alvéolaire que de travailler par la ventilation minute. Il y a un autre exemple que je peux vous expliquer un peu plus, c'est que quand on augmente le volume courant, ça donne mieux en termes de capnie par rapport quand on augmente la fréquence respiratoire. Pourquoi? Justement à cause de cet espace mort. Donc, je vais essayer de vous donner des exemples avec des chiffres, donc c'est plus facile à comprendre. Donc, soi-disant, j'ai un malade qui a une ventilation, par exemple, qui a un volume courant de 500, par exemple. Il a un espace mort, donc volume courant de 500. Il a un espace mort donc de 150 cc toujours. Et il a une fréquence respiratoire, par exemple, à 10. Si je calcule ma ventilation minute là, donc c'est 10 fois 500, donc je suis à 5 litres par minute. Donc ça, c'est ma ventilation minute. Et si je calcule ma ventilation alvéolaire, donc je suis à donc 500 moins 150 fois 10.
Donc, 350 fois 10, donc 3,5 litres par minute. Donc, ça, c'est ma ventilation alvéolaire. Donc, si je veux donc, améliorer en quelque sorte ma ventilation alvéolaire, qu'est-ce que je fais? Donc, j'essaie tout d'abord d'augmenter ma fréquence respiratoire. Donc, pour les mêmes ventilations minutes. Donc, on va essayer d'avoir la même ventilation minute, mais donc, pour vous montrer que le fait d'augmenter la ventilation minute ne veut pas toujours une augmentation plus importante de la ventilation alvéolaire. C'est-à-dire, on peut avoir une ventilation minute à 8 litres par minute, donc chez le même malade, mais on peut avoir des ventilations alvéolaires qui sont différentes. Je vais vous expliquer un peu plus. Donc voilà, on a dit, donc on a donné les chiffres là. Maintenant, je vais essayer d'augmenter ma fréquence respiratoire en gardant le même volume courant. Donc, soi-disant, je compte ma fréquence respiratoire à 20 cycles par minute. Et je vais essayer de refaire mes calculs. Donc, 20 fois 500, donc c'est 10 litres. Donc là, je suis à 10 litres par minute. D'accord? De ventilation par minute. Maintenant, je vais calculer ma ventilation alvéolaire. Donc, c'est toujours donc, 500 moins 150 fois 20. Donc, j'aurai 7 litres par minute. D'accord? Maintenant, je vais revenir en arrière. Je vais mettre la même fréquence, 10. Mais maintenant, je vais augmenter mon volume courant à la place de la fréquence respiratoire. Donc, je vais augmenter mon volume courant à 1000. À 1600. Donc, quand je fais mes calculs, eh ben, 10 fois 10, donc quand je fais ma ventilation en minute, elle est égale à 10 litres, toujours. Donc, 10 fois 1000, c'est 10 litres. Quand je calcule par contre ici, donc pour une même ventilation en minute, hein, quand je calcule ma ventilation alvéolaire, c'est 1000 moins 150, donc c'est 850. 850 fois 10, eh ben, c'est 8,5 litres. Vous voyez, je suis passé de 7 litres à 8,5 litres pour une même ventilation en minute. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est plus efficace d'augmenter le volume courant que d'augmenter le volume, que d'augmenter la fréquence respiratoire en termes de ventilation alvéolaire, sachant que la ventilation alvéolaire c'est elle qui reflète réellement donc l'élimination de CO2 et non la ventilation en minute. C'est pour cela que c'est mieux de travailler avec la ventilation alvéolaire parce qu'elle est plus précise et même la ventilation en minute, elle peut être trompeuse, justement, comme je viens de le montrer maintenant. Voilà. Maintenant, donc l'effet O2, c'est la fraction inspirée en O2, donc elle est variable de 21 jusqu'à 100%. La PEP, donc c'est la pression expiratoire positive qu'on règle sur le ventilateur. Les pressions, on vient de parler sur ça. Donc, la pression plateau, le peak pressure. Peak pressure, donc c'est la pression à crête. C'est la même chose, c'est juste en anglais. On l'appelle aussi pression de pic, donc c'est la même chose. La pression max, donc c'est un paramètre de sécurité qu'on règle sur le ventilateur. Généralement, on le règle à 35-40. C'est-à-dire, quand on règle par exemple à 40, quand le respirateur commence à insuffler, dès qu'il arrive à 40, il s'arrête. Il ne va plus insuffler, donc c'est un paramètre de sécurité. Vous avez aussi donc, ce qu'on appelle donc, le débit respiratoire. Donc ça, c'est, on va dire, c'est la vitesse avec quoi il insuffle. C'est-à-dire, donc, c'est la vitesse d'insufflation de l'air. Donc, par exemple, si je mets mon débit à 60 litres par minute, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je laisse le respirateur délivrer pendant une minute, il va me délivrer 60 litres. Donc, pour deviner combien il me délivre en secondes, eh ben, je divise mon débit directement sur 60.
Donc, sur une minute, parce que c'est 60 secondes. Donc, je divise sur 60. Donc, par exemple, un débit de 60 litres par minute, ça veut dire que c'est 1 litre par seconde. C'est-à-dire, chaque seconde, le ventilateur délivre 1 litre. Par contre, si je règle, par exemple, mon débit à 100 litres par minute, eh bien, il va délivrer 100 litres par minute et il va délivrer, donc 100 sur 60, à peu près 1,7 litres par minute. Donc voilà. Donc, puisque plus vous augmentez le débit, vous aurez une augmentation, donc une insufflation plus rapide. Donc, dans le même temps, il va insuffler plus. Et donc, même une augmentation des pressions. Parce que, comme on a dit, si vous vous rappelez, la pression résistive, elle dépend des résistances, mais elle dépend aussi du débit. C'est-à-dire, si j'augmente les résistances, j'augmente la pression résistive. Et si j'augmente le débit, j'augmente aussi donc la pression résistive. Tout ça, c'est important quand vous allez voir tout ça sur les respirateurs. Vous allez comprendre mieux pourquoi c'est important de connaître tous ces paramètres. Puis, donc, on va dire les derniers paramètres qu'on va voir, c'est le temps inspiratoire et le temps expiratoire. Alors, le temps inspiratoire, c'est quoi? C'est le temps d'insufflation et le temps plateau. Ça, je préfère les voir sur la diapo. Donc, ça, là, on vient de les dire. Donc, hein, allez pas ici. Non, on ne peut pas passer par. Je vais vous montrer ici. Donc, comme on a dit tout à l'heure sur la courbe, donc vous avez ici donc, la pression, vous avez ici le temps, la courbe, donc, dont on a parlé tout à l'heure, vous avez tout ça, jusqu'au prochain cycle. Le prochain cycle qui va commencer comme ça. Donc, vous aurez la même chose. Voilà. Alors, donc, le temps inspiratoire, c'est quoi? Donc, le temps inspiratoire, c'est tout ça. Attends, je vais changer de couleur. Donc, le temps inspiratoire, c'est ce qui est en rouge. Il est composé de donc on va dire de deux temps. Vous avez le premier temps, c'est ça. Donc, c'est le temps d'insufflation, c'est-à-dire depuis le zéro jusqu'à la pression crête. C'est-à-dire toute cette période-là, c'est une période où le respirateur il est en train d'insuffler. C'est pour ça qu'on l'appelle temps d'insufflation. C'est en quelque sorte ce temps-là qui change quand vous réglez le débit. Parce que si j'augmente le débit, donc mon débit d'insufflation, donc le respirateur va insuffler plus vite. Donc il va, au lieu de faire ça par exemple, quand on voit ici, il va faire ça, le pointillé. Donc vous aurez quoi? Vous aurez un temps d'insufflation qui est plus court et vous aurez une pression crête qui est plus importante. C'est pour ça que je vous ai dit que quand vous augmentez le débit, vous aurez une augmentation des pressions résistives. Et donc, puisqu'il y a une augmentation de la pression résistive, donc la pression crête, qui regroupe toutes les pressions, va augmenter donc automatiquement. Par contre, si je diminue mon débit d'insufflation, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai ça. Donc, les pointillés là, par exemple, comme ça. Donc, j'aurai quoi? J'aurai un allongement de temps d'insufflation et une pression crête qui est diminuée. Donc, je peux vous dessiner ça donc d'une manière séparée, je pense que c'est mieux pour comprendre. Donc, voilà. Donc, soi-disant, vous avez ça. Donc, ça, par exemple, c'est un débit donc d'insufflation de 60 litres par minute. Si donc j'augmente mon débit à 90, par exemple, litres par minute, j'aurai quoi comme aspect? J'aurai ça, bah, j'aurai hop, une montée qui est très importante, donc qui va diminuer après, comme ça. Donc j'aurai quoi? J'aurai une montée, une pente qui est plus rapide, donc un temps d'insufflation qui est donc petit,
avec une augmentation de pression résistive. La pression plateau, elle reste la même. Donc, cette pression plateau-là, elle va rester exactement la même. Donc, on aura une augmentation de la pression crête parce qu'il y a une augmentation des pressions résistives. Par contre, si je diminue, par exemple, mon débit d'insufflation à 30 litres par minute, par exemple, j'aurai quoi? J'aurai ça, ou une montée qui est assez lente, avec une diminution des pressions, donc avec une diminution de la pression résistive, avec une donc, pression plateau, elle est toujours la même, une pression résistive qui est plus basse, et bien sûr, donc, une pression crête qui va être encore plus basse, avec un temps d'insufflation qui est allongé. Donc, voilà. Puis, donc, je reviens à mon schéma précédent. Donc, comme on a dit, on a ça. Donc, le temps d'insufflation et le deuxième paramètre, c'est ce qu'on appelle le temps plateau. Donc, on l'appelle temps plateau. On va dire c'est un temps de repos. C'est-à-dire, il a terminé son insufflation. Il n'y a plus ni d'insufflation ni d'expiration. Donc, c'est pour ça que vous avez un truc comme ça plat, parce que les pressions, c'est les mêmes. Donc, la pression là, donc c'est la même, elle n'a pas changé, c'est pour ça que c'est un plateau. Par contre, le temps, ça marche. Donc, le temps marche toujours. Et donc c'est ce qu'on appelle donc, le temps plateau, c'est le deuxième temps d'inspiration. Parce qu'on est toujours en inspiration. C'est vrai qu'il n'y a plus d'inspiration, mais on n'a pas entamé l'inspiration, on n'a pas entamé, pardon, l'expiration. Donc, on est toujours en phase d'inspiration, mais avec un débit qui est nul, c'est-à-dire, on est en quelque sorte dans un mode de repos. Puis, vous avez le temps expiratoire. Donc, c'est tout ça, temps expiratoire. Le temps expiratoire aussi, il est composé de deux temps. Vous avez le premier, c'est le temps d'expiration réellement, c'est la courbe là, jusqu'à la PEP, donc jusqu'à on arrive à la PEP. Puis vous avez le deuxième temps, c'est le temps donc de repos, c'est-à-dire, on va dire, c'est en fin d'expiration, quand le patient il a terminé son expiration, il y aurait un temps de repos avant le prochain, justement, que le prochain cycle commence. Donc ce temps voilà, donc vous avez temps de repos et temps d'expiration proprement dit. Et on va dire que le temps plateau et le temps de repos, c'est à peu près la même chose. C'est juste que le temps plateau, c'est en fin d'expiration. Pardon, le temps plateau, c'est en fin d'inspiration, c'est-à-dire les poumons sont remplis, qui va permettre, on va dire, les échanges gazeux. Puis, vous avez le temps de repos, c'est en fin d'expiration, où on a juste la PEP avec le volume résiduel pulmonaire. Et généralement, donc, le temps inspiratoire sur temps expiratoire, généralement, on les règle 1 sur 2, c'est-à-dire un tiers, c'est l'inspiration, 2 tiers, c'est l'expiration, parce que, donc, comme vous savez, physiologiquement, l'inspiration, c'est à peu près le tiers du temps donc respiratoire. Donc voilà, comme on a dit, expiratory time, donc le temps respiratoire, il est composé du temps inspiratoire et du temps expiratoire. C'est-à-dire le cycle respiratoire, c'est l'inspiration et l'expiration. Mais généralement, l'inspiration, elle prend le tiers du temps, l'expiration, elle prend les 2 tiers du temps respiratoire. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici donc, pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez compris tout ce qu'on a dit? Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Vous n'avez pas de questions? Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous dis à dimanche prochain, Inch'Allah. On va continuer la suite donc de la théorie. Puis, une fois qu'on finit la théorie, Inch'Allah, on va entamer. Donc, je vais essayer de vous montrer
comment régler le respirateur réellement. On va essayer de faire une vidéo directement sur un respirateur. Et je vais vous montrer comment, donc, qu'est-ce qui se passe par exemple en cas de codure de la sonde, etc. Donc à la prochaine, Inch'Allah. Merci de votre attention. Merci, Barki. Merci, Fabrice.